La société est fragile et les temps sont durs. Les risques d'une crise financière mondiale sont réels. Il y a peu, à Chypre, au sein même de l'Union européenne, tous les déposants ayant un compte de plus de 100 000 € ont perdu, sur une simple décision gouvernementale, près de 60% de leur épargne. Pour éviter de vivre pareille situation, mettez vos idées à l'abri. Car à TV Liberté, nous formons une communauté solide. Amis de TV Liberté, bonjour. Bonjour Pierre Bergerot. Bonjour Anne. Merci d'être à mes côtés dans cette émission. Une fois n'est pas coutume. D'habitude, vous êtes à la tête des Zooms et vous interrogez beaucoup d'écrivains. Et c'est pour ça que je vous ai invité ce matin, pour qu'ensemble, nous vantions les merveilles des livres que nous avons traités toute l'année. Parce que c'est Noël et qu'on ne peut pas offrir que du chocolat et que du parfum à sa famille, à ses amis, et que le livre, c'est tout de même ce qu'on a fait de mieux. Qu'est-ce que vous en pensez depuis l'invention de l'imprimerie ? Vous êtes un grand lecteur vous-même. Oui, personnellement et puis par mon travail. Et par le travail. Donc, mais par la préparation personnellement, des Zooms et des... vous êtes aussi un accro de la lecture. Oui. Alors, nous allons faire une espèce de petit récapitulatif des invités que nous avons eus et des invités qui nous font l'honneur de venir à Lire sous les sapins, ce salon du livre qui est organisé avec TV Liberté le 15 décembre, 7 rue de Poitiers, toute l'après-midi du dimanche de 2h à 18h30. Et là, tout de même, je peux vous dire que... Alors, cette émission est bien parce que, excusez-moi de ce satisfecit, mais ceux qui sont trop loin, qui sont au bout du monde, ne pourront pas venir, bien évidemment, mais ils auront tout de même la liste des gens présents et donc ça leur donnera des indications. Par ailleurs, je promets de faire sur mon blog annebrassier.fr, sur lequel d'ailleurs ils trouveront la fiche pour s'y rendre, je promets de mettre la liste de ces livres comme je le fais depuis des années. Alors, les deux grands mastodontes qui méritent le grand titre d'écrivain, eh bien, c'est bien sûr Jean Raspail, notre grand Jean Raspail, qui connaît une actualité d'édition incessante parce qu'il réédite ses œuvres et il a la générosité de donner des textes supplémentaires. Donc vous n'achetez pas une réédition, vous achetez une réédition augmentée. Et comme vous le savez, quand on aime un écrivain et qu'on a tout lu de lui, il n'y a pas de plus grand bonheur que de trouver un texte supplémentaire. Alors Jean Raspail vient avec notamment La Miséricorde, qui est un très beau livre, qui était inédit sur la vie d'un prêtre et les difficultés de cette vie. Et c'est un livre bien d'actualité. Nous recevons Andréi Machin. Est-ce que vous avez déjà lu du Andréi Machin ? Jamais. Jamais. Ça, il faut corriger ça. À Noël. Alors, avec son dernier roman, pour lequel il est venu à ce micro, Au-delà des frontières, et j'ai voulu que l'on ait aussi tous les livres les premiers livres qu'il a publiés, parce que ce sont des livres magiques, celui avec lequel il a eu le prix Goncourt, Le Testament, et ce livre très joli qui s'appelle « Cette France qu'on oublie d'aimer », qui est un livre déjà ancien, mais qui est un livre magnifique et qui dit beaucoup de choses. Et puis bon, la plume de Machin est ensorcelante.
Un autre grand écrivain qui s'est révélé récemment, puisqu'il a commencé sa carrière comme pharmacien, après il est devenu juriste, et là maintenant il explose comme écrivain, c'est un très bon écrivain, c'est François Jonquière, Robert B, 7 nuances de gris, là vous avez mis votre nez dedans. Oui, un petit peu, puis surtout je l'ai offert à mon père qui est passionné de... Qui l'a trouvé. Enfin, qui aime beaucoup Robert Brasillach et qui a trouvé le roman vraiment lumineux. Lumineux, c'est exactement ça. Donc il vient avec 3 de ses livres. Un autre écrivain avec une plume fantastique, une plume extrêmement cognante, c'est Éric Audouard. Qui nous a fait découvrir le mysticisme. Oui, le mysticisme. Enfin, un mysticisme actif, hein, un mysticisme charnel, un mysticisme combattant, exactement, qui est Castellani, ce pauvre prêtre jésuite qui a été rejeté par sa congrégation. Je pense que les jésuites commençaient déjà à virer à gauche. On en a un bel exemple avec notre actuel pape. Ce qui est un grand problème chez les jésuites. Alors, continuons et allons plus vite parce que sinon on ne peut pas... Alors, bien sûr, notre Rénal de Séchère qui vient avec ses réflexions si intelligentes sur la guerre de Vendée. La guerre de Vendée, avec ses bandes dessinées qui sont extrêmement instructives. Et là maintenant, je vais continuer toute ma liste comme ça, c'est plus simple et je serai sûre de n'oublier personne. Michel Reboul avec son livre tout à fait étonnant sur l'Immaculée Conception, clé de voûte de la création, édité par Via Roma. Éric Froment qui nous a offert une biographie de Jules Ferry. Jules Ferry, cet inconnu aux éditions de l'Harmattan. Et là, on comprend pourquoi notre siècle est idiot, parce qu'il a été fabriqué par des Jules Ferry. C'est Olivier Frère-Jacques qui avait reçu... C'est Olivier Frère-Jacques, absolument. Sur Jules Ferry. Grégoire Tonnat, qui fait des petits quiz très intelligents. Donc, on peut offrir aux enfants c'est des petits livres à 7-8 euros. C'est Marie-Antoinette en... Des questionnaires, des quiz. Les questionnaires, voilà. Marie-Antoinette, La Grande Guerre, Jeanne d'Arc. C'est aux éditions Pierre de Taillac. Et là, il sort une histoire du ticket de métro aux éditions Télémac. Thierry Bouclier, qui est bien connu aussi de nos téléspectateurs, avec ses romans tout à fait étonnants. Notamment, j'ai adoré le dernier des Occupants, qui rappelle le journal d'Anne-France. C'est un peu le même thème de Romain. Il comprendra. Et Rouge et jaune pour le Hussard, c'est publié chez Oda Izarn. Et puis ses biographies de Chateaubriand et d'ADG dans la collection Qui suis-je de chez Pardès. Jacques Trémollet nous fait l'honneur de sa présence avec 2 livres fantastiques, Jeanne la Pucelle aux belles lettres et En terrasse avec Cicéron. Jeanne Smith vient puisqu'elle a traduit le pape dictateur, ce portrait un peu au vitriol, je dois le dire, de quelqu'un qui a bien connu le pape actuel. Et c'est aux éditions dirigées par Guillaume de Thieulois. Je reçois aussi Isabelle Renaud-Chabska qui nous parle de Marie-Madeleine dans tous ses états, aux éditions du Cerf, de Paris et ses églises, et d'un autre poète, Patrice de la Tour du Pin, sur lequel elle a publié des livres. Alain Pascal sera là aussi avec ses livres excellents, ses livres très combatifs. La trahison des initiés. Voilà, ça ne m'étonne pas. Un condensé de vérité. Ça ne m'étonne pas que vous soyez un adepte d'Alain Pascal. Un livre nouveau qui vient de sortir de Jacques Boncompin, Je brûlerai ma gloire, c'est aux éditions Muller, voilà, les éditions Muller. Alors, dans le match que ce livre, Au-delà de la mort, et pour la postérité, le maréchal Pétain et le général de Gaulle, là, il semblerait que le maréchal Pétain prenne une légère avance, parce que qu'est-ce qu'il arrive ? Eh bien, il arrive que
les vieilles personnes qui ont participé à ces événements sont morts, que leurs correspondances sortent et que de ces correspondances sortent des vérités qui n'ont pas toujours été dites. On va le dire comme ça pour rester très très mesuré. Philippe Bornet, avec des livres tout à fait passionnants, l'Évangile selon saint Métro, et puis ce livre qui a été il vient avec, je crois, bon, je le dirai tout à l'heure quand je le retrouverai, c'est Demain la dictature. Jean-Pierre Cousteau vient aussi avec c'est le journal de Cousteau, le journal de son père, rédigé en prison. Et puis cet autre livre qu'il a écrit lui-même est très amusant et un peu provocateur, Fils de collaborateur et neveu de résistant, et c'est publié chez Via Romana. Et c'est un médecin qui écrit, les médecins écrivent souvent très bien, et c'est très riche aussi d'informations. Jacqueline Dauxois, mon amie la romancière, qui nous apprend toujours des choses extraordinaires. Le livre pour lequel elle est venue dernièrement, c'était Le péché du roi David. Vous savez, cet homme qui découvre une femme du haut de sa terrasse et qui la veut pour lui. Et donc, il envoie le mari de cette dernière au combat pour qu'il aille se faire tuer. Ça s'appelle joliment Le péché du roi David. Et elle avait écrit précédemment La reine de l'Orient, Zénobie, chez Pygmalion. Et puis elle a écrit un très joli livre qui s'appelle 4 saisons avec Roberto Alagna. Elle est passionnée de Roberto Alagna. Et elle en parle très bien. Elena Perrou, que vous avez reçue. Je crois pas. Ou alors c'est moi, ou c'est peut-être Martial dans un Zoom. Un Russe nommé Poutine. Un livre remarquable aux éditions du Rocher qui explique pourquoi cet homme du peuple, mais brillantissime, est devenu celui qu'il est, et qu'il est grand spécialiste de judo et qui n'a pas pour habitude de se faire marcher sur les pieds par quiconque. Avis aux amateurs. Rémi Husseil qui écrit des très jolis livres. Est-ce que vous avez eu entre les mains ces livres ? Alors, c'est des livres publiés par les Belles Lettres, Berthaud Grandpied, Les Enfances de Charlemagne et Rolandin. C'est un homme jeune qui écrit à la manière des laits du médiéval, les laits médiévaux. Alors, c'est beaucoup plus compréhensible qu'un texte véritablement du Moyen-Âge, qui c'est assez compliqué à lire. C'est des histoires pleines de suspense. Les grands sont fascinés, mais je peux vous dire que les jeunes les dévorent. Les Enfances de Charlemagne, c'est inouï, c'est plein de miracles, c'est plein d'actions. Et Berthaud Grandpied, c'est aussi fabuleux. Et Rolandin, qui est expulsé de la cour avec ses parents, parce que ses parents se sont mariés sans l'autorisation du frère de l'épouse. Donc il est éduqué dans la forêt et c'est cette éducation qui est racontée, c'est fantastique. Et le dernier livre, lui, publié chez Artege, Le Chevalier au cygne. Mais ce sont des livres illustrés. Rémi Husseil, vous m'en direz des nouvelles. Notre amie Brigitte Lundy vient avec sa collection de Sainte Philomène et surtout ces petits livres qui présentent aux jeunes les généraux de la Vendée, Pour Dieu et pour le roi, avec Cathelineau, avec Stofflet et avec Bonchamp. Un philosophe grec qui est extrêmement passionnant, Kostas Mavrakis, La civilisation et ses ennemis. L'ami Gérard Le Borgne, qui est un médecin de terrain et un médecin très littéraire, et qui nous propose 120 réponses d'un médecin de terrain aux éditions du Dauphin, 150 explications d'un médecin de terrain, et ce dernier titre que j'aime beaucoup, Le bonheur s'apprend, la santé aussi. Vous sortez guéri de ces livres, et donc ils sont très utiles. Plein de petits tuyaux extrêmement intelligents et importants. Odon Lafontaine, avec un livre qui est d'une grande portée, La laïcité, mère porteuse de l'islam. Et qui m'a dit récemment au téléphone que
des milliers de musulmans étaient en train de se convertir. Thierry Gobet, qui nous parle de la France, les véritables enjeux, sortir du système et renouer avec la puissance, aux éditions Picolec, et puis Allemagne, les véritables enjeux, c'est chez Éric Bonnier. Fabien Bouglet vient présenter son livre sur les éoliennes, la face noire. Conseil municipal de Versailles. De Versailles, absolument. Et puis il y a un autre livre qui sera là aussi, je crois, c'est le livre d'Alban, publié par Du Alpha, aussi, qui est un livre antérieur sur les éoliennes. Alors vous, Pierre, vous invitez Thibaut Mercier, Athéna à la borne. Pierre-Guillaume de Roux, c'est un titre étonnant. Thibaut Mercier, qui est un jeune avocat et que j'avais interviewé justement sur la borne, à savoir ce choix dans la liberté de discriminer. En fait, il explique que discriminer, finalement, ce n'est que choisir et ce n'est que, en fait, se définir soi-même et que, en fait, une société où l'on ne choisit pas, ou une société sans borne, c'est une société quelque part qui est schizophrène et qui s'égare toute seule. D'ailleurs, on le dit bien maintenant, quand on demande sans arrêt aux enfants en bas âge qu'est-ce que tu veux, ça les rend fous. Parce qu'en fait, il faut choisir pour eux. Bah oui. Et il faut... Puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. Ce qu'ils ne savent pas, voilà. Jean-Claude Martinez. Jean-Claude Martinez, donc, qui a édité le dictionnaire un dictionnaire sur le Parlement européen. Du Parlement européen. Donc voilà, une immersion dans ce monde un petit peu particulier du Parlement européen, avec ses lobbies, ses histoires de détournement de fonds. Enfin, il explique tout ça très bien. Et avec beaucoup d'humour. Voilà, donc voilà, les largesses dont les députés européens peuvent profiter allègrement. Ouais. Et puis, l'euthanasie, stade ultime du capitalisme. Alors ça, c'est un livre très drôle, sur un sujet sinistre. Mais enfin, c'est quand même très drôle. C'est vrai que pour régler le problème des retraites, il faut tout simplement tuer les vieux. Et surtout pas ne pas aborder le problème de l'avortement. Il n'y a pas un article en ce moment sur les retraites qui ose dire, à force de tuer 200 000 bébés par personne, mais Coco, vous n'aurez plus de retraite. Je trouve ça amusant. Les mêmes d'ailleurs qui sont pour l'IVG ou qui sont pour l'euthanasie sont les mêmes qui sont contre la peine de mort. Donc tuer des vieux et des fœtus innocents, mais des criminels parfois récidivistes, surtout pas. On est dans l'irrationnel total. Voilà, la préférence pour le criminel. Troisième titre, Ma République des mers, Jean-Cyril Godefroy, là aussi c'est très bon, c'est extrêmement drôle. Et puis Philippe Pascot, Mensonge d'État et Pilleur de vie. Oui, Philippe Pascot, que j'avais reçu récemment, porte-parole des Gilets jaunes et qui revient sur tout un tas de mensonges. Il a été d'ailleurs proche collaborateur de Manuel Valls dans la ville d'Évry, conseiller municipal. Donc il décrypte un petit peu tout ce qui se passe dans les coulisses de la politique française. Il connaît. Et il révèle beaucoup de choses très intéressantes. À propos de Gilets jaunes, nous recevrons Fiorina Ligné, son livre « Tir à vue, la répression selon Macron », c'est chez Via Romana, et c'est le témoignage terrifiant de cette fille de 20 ans qui a été énucléée, éborgnée. Oui, lors d'une manifestation de Gilets jaunes par un tir de LBD. Ouais. Elle raconte remarquablement son cauchemar. Elle a une force de caractère absolument fabuleuse. Elle est aidée par son fiancé. Je trouve ça très joli qu'elle l'appelle déjà fiancé. On a l'impression qu'on est reparti 30 ans en arrière. Elle n'a pas un compagnon, elle a un fiancé. C'est quand même la classe. Et le fiancé en question est très savant en choses politiques. Et c'est un état des lieux politiques qui est assez étonnant. Donc elle vient, elle sera là donc à lire sous les sapins. Vous avez aussi invité Valérie Bugeaud.
Parlez-nous de Valérie Bugeaud. L'excellente Valérie Bugeaud, donc, qui dénonce le régime. Et la jolie Valérie Bugeaud. Oui, excellente et très jolie Valérie Bugeaud qui, à travers plusieurs ouvrages, dénonce l'emprise des banques sur la politique, sur l'économie. Également, elle a écrit un livre sur la monnaie, le rôle de la monnaie, le rôle fondamental de la monnaie dans l'économie. En fait, c'est la première chose à connaître, le rôle de la monnaie dans une économie pour expliquer ce qui va arriver ce que beaucoup... ce qui est déjà arrivé dans des tas de pays. Ce qui est déjà arrivé et ce qui va se reproduire, à savoir des crises financières et monétaires. Les raisons cachées du désordre mondial et Demain dès l'aube, le renouveau, ça c'est son dernier. Evelyne Josselin. Evelyne Josselin, très grande fan du président américain Donald Trump. Trump pour le meilleur et pour le pire. Très, très enthousiaste de toute cette politique américaine depuis l'élection de Donald Trump. Parfois, elle oublie un petit peu la critique de Donald Trump, mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'elle est très philo-américaine. Voilà. Pour elle, c'est très républicaine. L'Amérique, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. Le colonel Hogarth va peut-être venir, s'il n'est pas en voyage, avec les larmes de l'honneur et l'Europe est morte à Pristina. Et puis Claude Meunier-Berthelot. Claude Meunier-Berthelot, donc, qui est une femme remarquable qui a écrit ce livre donc sur l'actuel ministre de l'Éducation nationale et qui, voilà, elle dénonce, quand ce ministre annonce quelque chose, des réformes, en fait, c'est des réformes qui ne s'appliquent qu'aux établissements de ZEP et pas à tous les établissements, et donc il y a totalement un deux poids deux mesures entre ce qu'il annonce et ce qui est effectif dans sa politique de l'Éducation nationale. Et donc j'ai oublié le nom d'ailleurs du ministre de l'Éducation nationale. Blanquer. C'est Jean-Michel Blanquer. Donc elle dissèque toutes les déclarations du ministre pour le confronter à la réalité des faits. Marion Sigaud vient avec tous ses bons livres. Marion Sigaud, excellente historienne. La Régence, Voltaire, La Marche rouge et le dernier qui fait beaucoup de bruit. Spécialiste du XVIIIe siècle. Les droits sexuels des enfants. Voilà. Les dessous de la Révolution française. On est toujours transformé. Le jansénisme. On est toujours transformé par un livre de Marion Sigaud. L'esprit des Lumières. Stéphanie Bignon, que vous connaissez un peu sur TV Liberté. Voilà, présidente de l'association Terre et Famille. Deux livres, Cessez de nous libérer. Que vous avez coécrit avec Stéphanie. Chez Villa Romana. Et un livre sur la chasteté ou le chaos, qu'elle a écrit toute seule chez Villa Romana. Eh bien, puisqu'on parle d'Anne Brassier, on va dire qu'elle aura aussi sur son présentoir, elle aura aussi Sainte-Anne de Jérusalem à Auray. Elle aura quelques exemplaires de Brasilia qui lui restent. Et elle aura quelque chose de joli. C'est un cahier de poésie en CD. C'est dit par des enfants. Ce sont les grands classiques de notre littérature. Hein. Hiver, vous n'êtes qu'un vilain. Et Marie-Noël, Victor Hugo, Claudel, Peggy, La Fontaine. Mais c'est dit par des enfants que j'ai formés, que j'ai entraînés à dire des poèmes. Et j'avoue que j'ai fait l'expérience très récemment, là, il y a 15 jours, pendant les vacances de la Toussaint, et les enfants étaient scotchés. Et pourquoi ? Parce qu'ils entendaient d'autres enfants. Donc, si vous voulez que vos enfants, chers amis TV Liberté, vos petits-enfants, apprennent de la poésie, vous leur mettez ça non-stop et ils sauront ce que c'est la poésie et ils l'apprendront par cœur. C'est publié chez Rejoice. Morissette Vialandru vient avec tous ces merveilleux petits livres des éditions Saint-Jude, vous l'avez entendu récemment. Sur les saints de l'Église. Sur les saints de l'Église et les prêtres dans la tourmente au Mexique et ces livres très intelligents, 100 personnages pour découvrir la Bible, 100 mots pour visiter une église. Elle vient avec l'illustratrice qui vend un abécédaire animalier de toute beauté, c'est toujours chez Saint-Jude. L'ami Laurent Arthur Duplessis vient avec ses livres de géopolitique. Excellent. Excellent. 10 questions qui dérangent sur la Turquie, aux éditions de livre également sur la Troisième Guerre mondiale.
L'ami Jean-Michel Vernochet, avec ses livres cognants, lui aussi, La France en flammes, Notre-Dame de l'Apocalypse, Notre-Dame de l'Apocalypse, Les fiancés de la mort, La guerre civile. Martin Pelletier, excellent. La fin de l'homme blanc. Vous avez lu le dernier? Oui, La révolution de l'arc-en-ciel en marche. Oui. Martial Bild en a fait la recension avec Martin Pelletier, oui. qui est également l'auteur de très grands ouvrages très intéressants. Qui instrumentalise l'Église. François Bousquet, vous l'avez vu à ce micro, Manuel de guérilla culturelle, édition La Nouvelle Librairie, là aussi c'est à offrir à tous les jeunes de 20 ans. Guy Barret nous offre un tableau des pèlerinages de France chez Via Romana. C'est assez inouï. Et Publie ma gloire, ce sont les messages de la Vierge lors de toutes ces apparitions. Et c'est assez étonnant. Pierre-Marie Béton vient avec La Steppe, c'est une traduction de Tchekhov qui est magnifique. Aude de Kéros vient avec ses livres sur l'art contemporain ou pas, Nouvelle géographie de l'art. Et bien voilà, j'ai tout dit, j'ai tout. Et puis des artistes seront là. Vous pourrez acheter les CD des Brigandes. Vous pourrez voir la statue de Daphné du Barry. Daphné du Barry qui vous a subjugué et vous avez très bon goût. Pierre, la statue de Jeanne d'Arc de Boris Lejeune, les œuvres de Chantal de Crissay. J'ai invité les gens qui dessinent, les humoristes, les caricaturistes que j'aime beaucoup. Eh bien d'abord Char qui a réalisé Mon sapin de Noël et que j'admire depuis toujours. Ignace, Pinatel et Projet Chaos qui est un très très bon dessinateur lui aussi. Yves Tarantic avec ses fables sera là. Bernard Levaux sera là pour présenter beaucoup d'œuvres de Jean Mabille, puisqu'il est le président de l'association, ou l'association des amis de Jean Mabille. Et Daniel Eck avec toutes les œuvres, enfin une partie des œuvres de Louis Bertrand. Voilà, je vous ai presque tout dit. Il y a un autre cadeau que vous pouvez faire, chers amis de TV Liberté, c'est un cadeau que vous pouvez faire à TV Liberté, n'est-ce pas, Pierre? Tout le monde a droit à un cadeau, TV Liberté aussi. Ça nous aide à vivre et à continuer. Et puis, un beau cadeau à faire à un jeune ou à un moins jeune, eh bien, c'est le pass de l'ami Génère, Jean-Luc Génère, au Théâtre du Nord-Ouest pour 140 €. Ils vont pouvoir assister à toutes les pièces de Shakespeare. C'est quand même un cadeau extraordinaire parce que là aussi, on ne sort jamais indemne d'une pièce de Shakespeare. C'est une explosion de bonheur, c'est une explosion de vérité. Et de poésie. Et de poésie, bien sûr. Merci, Pierre. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, de m'avoir aidé dans cette tâche d'invitation à la lecture, ce que nous faisons tous les mercredis, mais cette invitation à venir nous retrouver le dimanche 15 décembre, vous serez là. Donc les auditeurs pourront vous toucher en chair et en os. Et les autres... Me parler surtout. Les autres qui sont trop loin, eh bien je promets de mettre cette liste sur Internet, sur annebrassier.fr. Merci beaucoup, Pierre. À très vite. Et à très vite, chers amis de TV Liberté. Bonjour chers amis de TV Liberté, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Hervé Cuesta. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Hervé Cuesta vient de Toulon et cette ville est importante parce que vous l'apprendrez par la suite. Hervé Cuesta est président du collectif Non au 19 mars et nous venons ce matin vous parler d'un très beau film qui s'appelle La valise ou le cercueil, film qui a été réalisé par Charlie Cassan et Marie Avenel
qui est un film extrêmement bien fait, qui est un film complet, qui est un film sans aucune haine, sans aucune agressivité. C'est un film sur cette guerre d'Algérie, comme probablement vous ne l'avez jamais envisagé, avec des documents extraordinaires. J'ai envie de citer l'un des derniers témoignages, celui de Jean-François Collin, qui a longtemps dirigé la DIMAD. Oui. Je serais heureux d'être parti si les Algériens vivaient bien. Et ce n'est pas le cas. Là, c'est nous qui ajoutons. Si les Algériens vivaient bien, nous n'aurions pas tous ces Algériens qui demandent des visas pour venir en France. Quand un pays va mal, ses habitants s'enfuient. Ça, c'est la première des vérités. Vous êtes vous-même, vous aviez 19 ans quand vous avez dû quitter l'Algérie. Oui. Vous travailliez déjà, vous étiez à l'usine. Une usine à SFR. Et nous ne faisons pas cette émission par goût du passé, mais par goût de la vérité, et parce que, vous me l'avez appris avec Westa, il y a quand même quelques similitudes à faire, quelques rapprochements à faire. Vous venez de m'apprendre des informations sur l'affaire Meyrat, qui moi m'avait échappé. Oui. L'affaire Meyrat, le meurtre de trois. Voilà, 3 militaires. Alors dès le départ, c'est arrivé un 19 mars. 19 mars 2012, donc déjà, c'est quelqu'un qui voulait affirmer que la guerre entre la France et l'Algérie n'était pas vraiment terminée et que c'était... Voilà. Ce n'était qu'une étape. D'ailleurs, il y a un des tracts de FLN qui le dit, l'indépendance n'est qu'une étape. Et vous le dites bien. Et alors en plus, ce qui est vraiment caractéristique, c'est que les trois premières victimes, ce sont des militaires d'origine maghrébine. Oui. Donc 2 musulmans et un chrétien. Un kabyle qui était chrétien. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie. Alors en Algérie, les premiers meurtres... Voilà. Dès la guerre de 45 finie, oui. il s'attaque, le FLN s'attaque. Le PPA s'attaque à un garde champêtre en août 45. Pourquoi ? Parce que le garde champêtre, c'est la France, c'est l'autorité, et ça c'est la tactique des indépendantistes, ou maintenant on pourrait dire des djihadistes. Enfin, absolument. Et Mohamed Merah s'est inspiré de ça, puisque ces 3 premières victimes sont musulmanes. Et après le FLN, dès la Toussaint rouge, le 1er novembre 1954, pendant les 2 premières années, la plupart des crimes s'étaient commis contre leurs co-religionnaires, leurs frères, parce qu'il fallait les terroriser, il fallait leur faire admettre qu'ils n'étaient pas heureux dans ce pays et qu'il fallait se révolter. Donc, c'est comme ça que la terreur a été instaurée. Voilà. Alors, vous campez très bien le décor. Moi, je vais vous évoquer ce film que vous pouvez trouver en DVD, chers amis TV Liberté. Il sera à lire sous les sapins, 7 rue de Poitiers, le dimanche 15 décembre. Et vous pouvez aussi le trouver sur Internet. Oui. Vous tapez La valise ou le cercueil et vous aurez... version d'1 heure et demie. Peut-être nous donner l'explication de ce titre. Ah ben alors c'est très simple, La valise ou le cercueil, vous voyez, c'est un écrivain, Paul Rebout, qui le déclare. Il a une jolie rue à Nice, et ça me fait bien plaisir. Et donc ce monsieur, militant communiste, non ? Ah, écoutez, honnêtement, je ne sais rien de lui. Je sais que dans son livre, j'ai parcouru son livre, j'ai rendu à son propriétaire, et il le dit bien qu'en se promenant, en se baladant dans les villes d'Algérie, il voit peint au goudron sur un mur la valise ou le cercueil. Donc, c'était tout simplement pour dire aux colons, colons, roumis, appelons-les comme on veut, si vous ne partez pas de votre plein gré, vous allez partir dans un cercueil. Voilà. Et alors, ce slogan a fait écrire à ce monsieur, qui était très avant-gardiste. Je crois qu'il avait donné 8 ou 10 solutions au gouvernement. Ah oui, donc c'était un type très honnête. C'était pas un militant engagé c'était... pour le FLN. Ah non. Justement, je retire ce que j'ai dit. Voilà ce qu'il dit. Notre Afrique du Nord, avec un point d'interrogation, si vous voulez qu'on y reste, il faudra faire telle et telle réforme. Donc c'est une mise en garde au gouvernement français.
Sinon, ce sera la valise ou le cercueil. Absolument. Et ce slogan a fleuri pendant les 8 ans de... Premier mensonge, ce n'est pas l'OAS qui l'a inventé. La FNACA, et puis des gens bien, et des gens bien même... Ce n'est pas l'OAS qui l'a inventé. Alors, le slogan de l'OAS qui était, en riposte, c'était « Ni valise, ni cercueil, un fusil, une patrie ». Voilà. Ça n'a rien à voir avec le slogan. Alors, et vous, pour parler de vous et de votre association, non au 19 mars, eh bien parce que le 19 mars, ce sont les accords d'Évian, les 19 mars 62. Le problème, c'est qu'en juillet, à Oran, a lieu un massacre épouvantable de Français, il n'y a même pas de Français, il n'y a même pas que des Français, c'est toute l'Europe qui était en Algérie. Oui, mais on était tous Français. Même vous étiez tous, absolument. Même les musulmans. Alors, non, le musulman, c'est un autre problème. On va en parler à cause de ce problème du décret Crémieux. Oui, mais depuis 1958, ils avaient les mêmes... Ils avaient, bien sûr. Mais nous... Donc, si vous voulez, toutes ces rues du 19 mai... 19 mars en France, sont une honte. Surtout quand il y a la mention fin de la guerre d'Algérie. Puisque, encore une fois, quelques mois plus tard, des Français sont massacrés. C'est comme s'il y avait des rues de Trafalgar et des rues de Waterloo. Et en plus, c'est commémoré. Deuxième rectification. Alors, donc ce film retrace l'histoire de ces habitants d'Algérie qui ont tout perdu. Et il plante l'arrivée des premiers arrivants, c'est-à-dire le motif de la conquête. À Sidi Ferruche, le 14 juin 1830, c'est à 25 km d'Alger, le général Louis de Bourmont qui débarque. Et pourquoi ? La réponse dans le film est très claire. Ben oui. Alors, l'affaire du coup de l'éventail, c'est anecdotique. Non, c'est surtout pour faire cesser fin aux 3 siècles de piraterie organisée par les barbaresques d'Alger, c'était leur nom. De piraterie et d'enlèvement. Ah ben oui, tout ça va ensemble, c'est-à-dire enlèvement d'esclaves, harem, les femmes sont vendues, ça c'est très bien monté dans le film avec les tableaux. Oui. Et de traitement des esclaves absolument inhumain du XVIe au XIXe siècle. Alors, excusez-moi de vous couper la parole, mais j'ai lu des textes. Louis XIV, dans son français de l'époque, explique bien qu'à un moment donné, il a été obligé de racheter 5000 esclaves de ses sujets. Bien sûr. Donc, non seulement Louis XIV, mais il y a eu une congrégation. Tout le monde, les Espagnols, Cervantes, la Merced, tout le monde. Cervantes, qui a été fait prisonnier et 5 ans de et bail. Qui a perdu sa main. Oui, mais là, la main, il a perdu à la bataille de Lépante. C'est en revenant de cette bataille qu'il s'est fait enlever, il est devenu l'esclave. Et là, c'est à ce moment-là, c'est la famille de Cervantes, plus les biens... L'argent privé d'Alphonse III, je crois, le roi d'Espagne. Qui ont servi à récupérer... Ah oui, de toute façon, ça se terminait que comme ça. C'était soit la mort, soit la rançon. C'était ceux qui avaient de l'argent pouvaient sortir des bagnes. Donc voilà, pour bien planter le décor dans cette affaire d'Algérie, il faut parler de 1 million de chrétiens enlevés, tués, châtrés, vendus et tout le reste. Il faut rappeler qu'il n'y a pas d'Algérie à cette époque-là. Nous sommes dans un... comment ça s'appelle ? Nous sommes dans un... on est sous une régence turque. Une régence turque, qui mène la vie assez durement. D'ailleurs, c'est étonnant que les Algériens actuels ne font pas de reproches, ne font que reproches à la Turquie. Non. Mais non, ce sont des frères. Mais ils vivaient très mal. Très mal. Et voilà. Très très mal. Alors, donc les Français débarquent. Création de 3 départements, l'Oranais, le Constantinois et l'Algérois. C'est-à-dire que c'est Alger qui a d'abord été conquise. Alger, bien sûr. Conquise, après Oran et Constantine. Et on envoie très vite 12 000 ouvriers républicains. Et on leur dit, soyez des ouvriers pacifiques qui apportent la paix et la suppression de l'esclavage. Ce qui est intéressant, parce qu'à ce moment-là, la République dit la vérité. Oui. Et l'esclavage
a été aboli en 1848 en Algérie comme en France. Oui, en 1848, ça c'est très intéressant. Ce qui n'a pas beaucoup plu à certaines grosses fortunes arabes qui avaient des esclaves noirs. Hein. Ah oui. Parce que ça, et Madame Taubira ne voulait pas qu'on le dise, mais les premiers trafiquants d'esclaves, ce sont les Arabes. Ce sont, et il reste les derniers, puisqu'il y a encore beaucoup d'esclaves noirs dans ce nord de l'Afrique du Nord. Alors, ces gens qui débarquent, alors il y a tous ces ouvriers, mais il y a aussi j'ai envie de dire, tous les crève-la-faim d'Europe. C'était l'Eldorado de l'époque. C'était notre Far West, avec les Espagnols, donc les Français, sûrement les Italiens, bien sûr, les Maltais, tous ceux qui étaient proches de l'Algérie. Ceux qui ont écouté mon émission avec Pierre Dimec savent que la famille de Pierre Dimec était d'origine maltaise, et des Polonais. Oui, il y a eu des Russes. Aussi, il y a eu des Russes. Des Suisses. Bourgeois étaient Suisses. Des Suisses. Enfin, donc c'est toute l'Europe On avait fait l'Europe avant tout le monde. C'est toute l'Europe qui arrive et qui accomplit un travail titanesque. Ils font tout. Ils construisent les ports, les routes. Au milieu des fièvres. Et au milieu des fièvres, le paludisme, tout ça, le choléra. Et ils meurent. Et ils meurent en quantité. Il faut savoir qu'il y avait 50% qui mouraient, des colons français, ou même tous ceux qui venaient. Et parfois, il y en avait autant, enfin pas autant, mais ce qui restait, les autres repartaient chez eux. Dégoûtés, soit par les maladies. C'était une sélection naturelle. Terrifiante, oui. Ça, j'avoue que. Alors, assèchement de la mitidja. Qu'est-ce que c'est que la mitidja, Hervé Cuesta? Des marais. Et ils assèchent. Voilà, ils assèchent, oui. Et ça devient une plaine où coule le lait et le miel. Moi, je me rappelle des champs d'oranges, c'était magnifique, la mitidja. Enfin, il y a un respect total de l'islam. On ne s'amuse pas, comme dit notre bon pape, pour une fois pas dans un avion, mais c'est pas mieux, qu'on a fait convertir les musulmans sous la menace d'une épée. Ah non, alors voilà. Non. On a fait le rôle inverse, justement. C'est ce qui a été longtemps reproché au maréchal de Bourmont, parce que déjà il a rendu la liberté à Hussein D, au dé d'Hussein, et il est parti avec, paraît-il, son trésor et son harem. En Turquie? Oui, Turquie. Il est abrité, oui. D'ailleurs, quand on va en Turquie visiter le musée, le plus grand musée de Constantinople. Je ne suis jamais allé à Constantinople. Vous verrez, alors... Tel objet a été volé, tel objet... Bon. Et alors donc, la grosse erreur de la France, c'est d'avoir dit on va laisser la religion musulmane au peuple algérien. Oui. Voilà. Ils n'ont pas essayé de les convertir. Oui, mais très vite, la République qui reprend la main interdit la diffusion du catholicisme, puisque la République et l'islam, la République et le catholicisme sont absolument incompatibles. Il faut lire le livre de Odon Lafontaine, La laïcité, mère porteuse de l'islam. Tout sauf le catholicisme, donc on privilégie l'islam. Et la République l'a dans le nez actuellement, puisqu'elle ne fait que récolter ce qu'elle a semé. Exactement. En 14, tous ces gens vont choisir de défendre la patrie française, alors qu'ils auraient très bien pu dire ça ne nous concerne pas, on n'est pas d'ici. Ceux qui avaient leur nationalité espagnole n'étaient pas obligés de le faire, mais il y en a qui se sont engagés. Et non, il y a eu vraiment un élan. Il fallait sauver la patrie. Et je crois que les Français d'Algérie, à un certain moment, ils avaient envie d'en faire plus que la vraie France. Oui, c'est comme un complexe d'infériorité. D'ailleurs, vous montrez, pour illustrer cette émission, nous avons choisi cette photo. Pouvez-vous nous parler de cette photo, Hervé Cuesta? Alors, les motards, oui. C'est un groupe de jeunes? Oui, c'était une bande de jeunes du quartier. La plupart sont de mes amis, j'étais en classe avec eux, soit à la maternelle, soit à l'école primaire. Oui. Et
ceux qui avaient des motos, il y en avait 3. Il y avait donc 2 pieds noirs et un arabe nommé Hassan qui avait des motos. C'est parce qu'ils travaillaient. Hein. Oui. Ils étaient beaucoup plus vieux que moi. Ils travaillaient déjà. Et donc, ils se réunissaient là. Et puis, c'était comme un PC. Ils rigolaient, ils allaient à la plage ensemble. Alors vous voyez sur la photo, il y a plus de musulmans que de pieds noirs. Voilà, il y a même un petit jeune métropolitain qui doit être parce que comme il est beaucoup plus jeune que les autres, j'avais pensé au départ que c'était un militaire du contingent, mais non, c'était un fils d'officier parce que de tout temps à Alger, il y a eu des arrivées de métropolitains, même avant la guerre, vous voyez. Donc, oui, bien sûr. Et il y avait des enfants de métropolitains qui se mélangeaient à nous. Bien sûr. Alors, ce qu'il y a de terrible dans cette photo, c'est que cette photo a été prise en juin 1961. Tout allait bien, et puis quelques mois après, c'était le climat de guerre civile, où chacun se méfiait de l'autre. Et vous me dites qu'on vient de vous réclamer cette photo. Qui vient de vous la réclamer? Oui, alors là, j'étais surpris et flatté. Donc, le troisième à gauche de la photo, il s'appelle Omar. Et il vit en France? Je pense qu'il vit en France parce que la compagnie qui m'a contacté, c'est Why Not Production, qui veut faire un film à sa gloire. Et lui, il doit avoir comme nous à la recherche de ses racines. Oui. Lui aussi, il a de la nostalgie. Mais il a. Ou de la nostalgie. Donc vous pensez qu'il est petit-fils de Harki? Non. Les jeunes qui étaient avec nous, voilà, c'est celui qu'on voit qui rigole, là, qui est très souriant. Oui. Ah non, là, à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'Harki. Non, mais je veux dire, s'il vit en France, pourquoi est-ce qu'il est en France? Ah, il faut demander ça à De Gaulle. Non, mais d'abord à lui. D'abord à lui. Alors, il y en a beaucoup qui vivent en France parce qu'ils sont tellement mieux. On a choisi cette photo parce qu'elle est le symbole d'une vie. Et moi, je suis frappée parce que moi, qui ne suis pas du tout de ce coin, qui n'ai appris tout bien tardivement en vivant à côté de Pieds Noirs, on voit des jeunes qui jouent ensemble et qui rient ensemble. La grosse rigolade. Alors, il n'y a pas de mariage. Il y a très très peu de mariage. Moi j'ai connu. Et pourquoi? Parce que tout simplement pour des questions de religion. Moi dans mon quartier, il y avait des amis, des bons copains qui sortaient avec nous à la plage et tout. Oui, et qui avaient... Le père était musulman, noir, Madjar, et la maman était de l'Est, une métropolitaine. Oui. Mais les 3 enfants ont été élevés dans le catholicisme. Donc ils ont fait la communion avec nous, et ils sortaient avec nous librement. Maintenant, s'il y avait eu la religion de l'islam entre nous, vous voyez, si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire si l'islam avait remporté sur la chrétienté... Oui, là, c'était plus possible. Ça, je ne sais pas. Oui, je pense que... C'était possible. Donc, c'est un temps où il y a une très belle cathédrale. C'est un temps où l'Église ne pratique pas l'enfouissement. C'est un temps où les chrétiens sont fiers de l'être. Oui. Et les musulmans trouve ça tout à fait normal. Il y a à ce moment-là aucun problème. Oui, je me rappelle même pas avoir entendu... Alors très vite, en 54, 1er novembre, c'est Toussaint Rouge. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans les Aurès, dans un bus. Un peu partout, je crois qu'il y a à peu près 30 ou 80... il y a pas mal d'attentats un peu partout, mais surtout dans les Aurès, oui. Et là, on attaque un bus, un autocar. Avec des instituteurs qui arrivent. Mais c'est ça le problème. C'est que les instituteurs n'étaient pas ciblés, n'étaient pas visés. C'est, disons que, je ne sais pas si on peut employer le mot bonus, mais celui qui était visé, je vous explique, celui qui était visé dans l'autocar, c'était le caïd Arroc, un nom comme ça. C'était un fidèle à la France, qui avait participé à la répression sévère. Lui et ses hommes et sa tribu avaient fait un sacré nettoyage après le 9, 10 et 11 mai 45. Donc, il était visé par c'était la première victime ciblée par le FLN. Et dans le bus se trouvait par accident le couple Monroe. Et donc, qui venait... des victimes collatérales, on dirait aujourd'hui. C'était pas prévu. C'était pas eux qui étaient visés au départ. Et donc l'instituteur est flingué devant sa femme. Mais sa femme qui est communiste va se remarier avec un musulman, avec un arabe. Donc nous avons 8 millions
de Français, ou de gens devenus Français, qui vivaient en paix avec 1 million de Français. Le rapport est énorme. 8 millions, 1 million. Et on voit très bien que tous ceux qui disent que c'était épouvantable, de même en Indochine, c'est en contradiction totale avec la réalité, parce que si ça avait été si terrible, les 8 millions auraient fait une bouchée du pauvre petit million. Du jour au lendemain. Si ça se passait de façon harmonieuse, c'est que c'était harmonieux. Point barre. Oui, puis il faut respecter le réel. Il y avait pas mal de musulmans, de caïds qui étaient très, très liés à la France et alors, qui ne pensaient pas à l'indépendance. Qui ne pensaient pas. Alors, non, on les a forcés. Le terrorisme monte. Et à ce moment-là, donc le FLN est créé, le FLN fait beaucoup d'actes de terrorisme. Aussi. Et puis, il y a l'ANA qui... non, le MNA, le mouvement... Ah non, le MNA, c'était un mouvement... beaucoup plus modéré, qui veut l'indépendance, mais qui... Ah, moins de 100 quand même. Mais qui ne veut pas tuer tout le monde. Ouais. Et dans ce mouvement, il y a Ferhat Abbas. Oui. Sissala, j'imagine aussi. Ah non, Sissala, c'est autre chose. Sissala, c'est un chef de wilaya 4 qui a demandé la paix à Charles de Gaulle en 60. Plus tard, oui. Non, c'était des nationalistes, mais moins virulents que le FLN. Mais ils ont commencé la lutte avant le FLN. Hein. Le FLN est arrivé par derrière, en dernier. C'est le MNA qui a commencé. Ah, le MNA, oui, il y a eu le PPA et le MNA, oui. Et là, ici, on parle de terroriste du PPA. Donc, le PPA, c'est le père du MNA. D'accord. Mouvement nationaliste algérien. D'accord. Et le FLN est venu, et puis, comme toujours, ils ont fait le grand nettoyage, et ils se sont entretués entre eux, à Paris aussi. Et ça, il y a beaucoup de Parisiens qui l'ont oublié. Mais il y a eu énormément de morts entre FLN et MNA. Et puis, c'est le FLN qui a gagné qui a repris à lui tout seul la lutte. Et alors, dans cette bataille, au cours de cette bataille, bien sûr, il y a le problème politique français. De Gaulle est là et va prendre le pouvoir à la faveur de ces événements. Il y a déjà un coup monté par les gaullistes sur place. Hein. Michel Debré, tout ça, ils étaient déjà bien avant, ils étaient 6 mois avant le 13 mai 58. Alors que Debré était au départ pour l'Algérie française. Ah oui, mais alors il est vite rentré dans le rang. Il a été obligé d'avaler sa chemise. Oui. Ce qui m'a beaucoup choqué, et c'est Vladimir Volkov qui en a fait... Qui en a parlé, et de façon très belle, dans ses livres, puisque Vladimir Volkov était en poste en Algérie, dans les services d'information, on va dire, dans les services d'espionnage. Donc il était vraiment très bien au courant. C'est l'histoire de Sissala. Est-ce que vous pouvez nous évoquer cette histoire qui est tragique ? Ah ben oui, alors justement, voilà le problème, c'est que De Gaulle arrive, il donne les pleins pouvoirs à l'armée en disant il faut gagner cette guerre, et le plan Châle réussit vraiment. Ouais. Et la guerre sera gagnée. La guerre sera gagnée. Sur le terrain. On n'a jamais vu, d'ailleurs, dans aucun pays, une guerre gagnée militairement, et après, je ne sais pas, il s'est dégonflé, il a tout laissé. Alors, par titre, un chiffre de comparaison, au 19 mars 62, il y avait 22 500 terroristes encore en vie. Et en face, il y avait 10 fois plus d'harkis et de militaires musulmans sous le drapeau français. Et malgré ça, De Gaulle leur a tout donné. Et alors, il est arrivé en 1960. Alors voilà où c'est très un peu... Et vous venez d'apprendre des informations selon lesquelles, déjà bien avant Je vous ai compris, et bien avant... En 1956. Donc la reddition totale, les accords d'Évian, et la rencontre avec Sissala, voilà, De Gaulle était décidé à tout lâcher. Alors oui, De Gaulle n'était rien en 1956, il n'était rien du tout, il était à Colombey... Et il a essayé de contacter, on a eu une lettre entre lui et Abderrahmane Farès en 1956. Qui est-il ? Où il disait, Abderrahmane Farès, et après c'est lui qui a pris la tête de l'Algérie indépendante. Hein. Ah oui. C'est devenu un négociateur, c'est lui avec Ben Bella qui ont formé le gouvernement algérien de l'indépendance. Et déjà en 1956, il avait contacté, et le docteur Pérez nous a lu cette lettre,
il lui disait, un jour, dans 10 ans, je donnerai l'indépendance, je m'emploierai à donner l'indépendance à l'Algérie. Ça, c'était en 56. Et en 58, il nous fait le cinéma de Je vous ai compris, et à Oran, à Mostaganem, vive l'Algérie française. Parce qu'il faut, et encore les images de ce film sont terribles, il faut voir l'unanimité, la joie de cette foule, les musulmans en liesse, parce que tout le monde en avait marre de cette guerre, en liesse, accueillant cette parole comme du miel sur une blessure alors tout le monde avait marre de cette guerre et on a dit c'est la solution. Alors, De Gaulle donne le pouvoir, il va donner le pouvoir... Alors, l'affaire Sissala, si vous voulez, on en parle. Oui, l'affaire Sissala, oui. Il avait instauré la paix des braves, De Gaulle, tout de suite, mais quelques mois après, ou en juin, je crois. Oui. Alors là, il a commencé à faire une bêtise énorme, pour nous. Hein. Il a libéré 2000 félagas. Oui. Bon, vous savez, quand on veut... quand on veut la paix, Bon, alors bien sûr... on ne libère pas les terroristes. Ils ont tous juré leur attachement à la France. Bon. Et comme ça, les attentats ont repris dans les villes. Parce que pendant toute la période de mai 58, juin, le FLN, il sentait la victoire lui échapper. Bon. Et là-dessus, il donne les pleins pouvoirs à Chal, à Massu. Bon, la bataille d'Alger... Si on a le temps, on en reparlera, elle est réglée avec Bijard et Massu. Et puis le plan Chal, vraiment, ils font du mal au terrorisme. Il y a la ligne Maurice, on empêche... Les officiers français sont excellents. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui les a obligés à faire leur putsch un peu tardif de 61, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient pour rien. Enfin, tout le boulot qu'ils avaient fait, c'est pour ça, pour perdre... Et donc, il faut rétablir cette action des officiers dans la réalité. Ils ont été utilisés eux aussi. Et ils ont été réhabilités dans Valeurs Actuelles dernièrement. Oui. Le numéro spécial de Valeurs Actuelles leur rend hommage, oui. Donc parce qu'eux au moins ils savaient ce que c'était que la parole donnée. Oui. Voilà, alors l'affaire Sissala, quand il y avait 6 wilayas, la 7e c'était à Paris. C'était des départements. Il y a 3 wilayas sur 6 qui disent, qui sortent le drapeau blanc et qui demandent une entrevue avec De Gaulle à Colombey. Et donc ça c'était un bon signe. Et ça s'est passé en mai-juin 60. Oui. Donc vous voyez. Alors De Gaulle les reçoit. Alors, déjà, il les reçoit à sa façon. Mais sans... il ne salue pas Sissala. Voilà, il refuse de leur serrer la main. Et déjà, pour un oriental... c'est très grave. C'est très grave. Il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et Sissala a été condamné à mort puisqu'il Non, mais c'est qu'ils ont tous été assassinés. Oui. Non, mais il était condamné à mort parce qu'il avait osé rencontrer l'ennemi. Et voilà. Oui, mais... Il faudra aller voir du côté des barbouzes et des services secrets. Ils ont tous été donnés et le FLN a fait une purge. Ils ont tous été donnés. On avait la possibilité de gagner la guerre honorablement. Oui. Alors, le colonel Moinet, qui a que j'ai connu et qui a une grande importance dans le film. Dans le film, vous avez vu, il est et qui aura une grande importance par la suite, puisque il va, comme beaucoup d'officiers, avoir à cœur de rapatrier les harkis, parce qu'il sait que les harkis qui vont rester vont être exécutés. Et donc, il va avoir à cœur d'essayer de les sauver, parce qu'il faut rappeler que... Contre l'ordre de Gaulle, de Mesmer et de Pierre Jox. Oui, et des socialistes. Vous savez que quand ils arrivent à Marseille, dans ces bateaux, il y a des affiches. Alors moi je l'ai vu, ça. Je suis arrivé le 8 août à Marseille, pied noir, retournez chez vous. Voilà. Signé la CGT. Une grande compassion emplit la France. Mais auparavant, ils avaient jeté, quand les militaires blessés d'Indochine sont venus se faire soigner, ils ont été reçus par des crachats et des tomates. Entre Français eux-mêmes. Déjà. Ça parce qu'ils avaient été faire la guerre d'Indochine. L'homme est un être charmant, délicat et plein de compassion. Mais en tout cas, je tiens à souligner, Marseille refuse les pieds noirs. Et par qui ils vont être accueillis ? Par Toulon et sa région. Je tiens à le dire parce que la région de Toulon, j'en suis frappée, est pleine de noms. Les immeubles s'appellent les Chériagas, les plages s'appellent la Valette, ça existait avant, enfin c'était la même plage que de l'autre côté.
c'est non, très... Les pieds noirs ont été bien accueillis. Les Alors, pieds noirs, il faut revenir à Toulon, c'est que le débarquement à Sidi-Ferruche est parti de Toulon. C'est ça, oui. Et puis Toulon est une ville élégante, Toulon est une ville militaire, voilà, Toulon historique. est une ville d'officiers de marine, et chez les officiers de marine, la parole donnée, c'est la parole donnée. Voilà, tout simplement. Et Toulon, c'est le... Alors, autre crime monstrueux que l'on voit bien, c'est Bab el-Oued, la bataille de Bab el-Oued, et puis les massacres d'Oran. Mais alors, moi, ce qui me frappe, et ça c'est valable même pour aujourd'hui, c'est, je dirais pas la naïveté, mais je veux dire l'inconscience de... Vous me direz, ils ne pouvaient pas partir, ils avaient tout là, ils étaient d'ici, ils étaient de là-bas, donc ils ne pouvaient pas partir. Mais on a l'impression qu'ils vont, pour certains, à la mort, puisque le nombre de morts est considérable. Déjà, au Oran, il y a une espèce de piège, parce que quelques jours avant, le 5 juillet, oui. Les militaires français, avec des haut-parleurs, ou même des tracts dans les boîtes aux lettres, et à Alger, on avait à peu près pareil. Oui. Vous pouvez rester ici, il ne vous sera fait aucun mal. C'est ça. La France va vous protéger. C'est ça, oui. Vos biens, votre vie. Moi-même, j'étais en âge d'aller à l'armée. J'ai reçu, avant de partir d'Alger, un certificat, une attestation. On me donnait un sursis de 3 ans. Oui. J'en avais pas besoin, j'étais pas étudiant. Mais, on va dire que si c'est pervers, étant donné que j'étais né en Algérie, aussi bien moi que des Arabes, des musulmans, on nous laissait le choix de choisir notre nationalité française. Alors qu'on avait tout fait pour rester français, on m'a donné un sursis de 3 ans. Et à Oran, ils leur ont fait le même piège. Il ne vous arrivera rien du tout, n'ayez crainte, sortez. Ils ont fait tout l'inverse de ce qu'il fallait. Or, quand les musulmans sont descendus des montagnes pour célébrer l'anniversaire, l'anniversaire de l'indépendance, voilà. Et donc très très vite la foule s'est déchaînée. C'est pas ça, c'est pas l'anniversaire de l'indépendance, c'est l'anniversaire de la conquête. Parce que l'Algérie française s'est arrêtée le 2 juillet à minuit. C'est ça. L'Algérie indépendante, c'est le 3 juillet. C'est ça. Normalement, les fêtes de l'indépendance auraient dû être faites le 3 juillet, mais par esprit de revanche ou quoi, ils se sont dit, étant donné qu'on a perdu notre pays le 5 juillet par la France, et ils ont déclenché la grande fête. Mais il ne faut pas oublier, ça c'est Geneviève de Talent qui me l'a dit, des massacres d'Oranais, ça s'est déroulé le 5, le 6, le 7, et peut-être même le 8 juillet. Hein. Massacres, enlèvements, la chasse aux Blancs. Des gens envoyés dans des mines et traités de façon effrayante. Et l'armée française qui reste l'arme au pied, avec ce fameux général Katz qui téléphone. Et De Gaulle lui dit, surtout ne bougez pas. Et surtout ne bougez pas, laissez les pieds noirs se faire écraser. Mais il avait même écrit avant, hein. Je crois que, je ne sais pas si c'est Alain Perfit, avait dit, mais mon général, vous imaginez, qu'est-ce qui va se passer Oui. Et il a répondu... Eh bien, ils souffriront. Voilà. C'est pas mon problème. C'est pas son problème. Le problème, c'est que c'est toujours notre problème. Alors, ce qui nous fait mal au cœur, à nous, pieds noirs, c'est quand il y a des otages, depuis au moins 40 ans, il y a des Français qui se font enlever un peu partout dans le monde, surtout dans les pays dont on sait le... Eh bien, à chaque fois, on va les délivrer. Donc déjà, il y a une rançon. La France a beau dire non, nous ne payerons pas, mais... Et que ça soit Valls, n'importe qui, la France n'abandonne jamais ses otages où qu'ils soient. Et ça nous fait mal parce que... Alors que parce que c'est un mensonge. Parce qu'en 62... Parce que c'est un mensonge, parce qu'ils ont tout abandonné, et parce que l'Algérie est toujours dans une situation effrayante. Elle est toujours sous le joug du FLN, parce que les harkis, donc... Les musulmans qui avaient choisi la France n'ont jamais, leur drame n'a jamais été reconnu. Non. Et c'était la honte de la France. Et vos souffrances, à vous, pieds noirs, qui avez tout perdu, n'ont jamais non plus été reconnues.
Donc, non, le pire, c'est qu'on nous donne la faute. Quoi. De victimes, nous sommes devenus des coupables. Avec cette accusation avec atroce, ces mensonges. Avec ces mensonges répétés qui font quand même, qui font que, voilà, il faut regarder ce film en famille, La valise ou le cercueil. Avec des mouchoirs. Avec des mouchoirs. Moi, j'ai vu une dizaine de fois. Oui, non, il est très bien fait. Il est d'une grande impartialité. Il est d'une grande tendresse. Parce qu'il montre, avec infiniment de tendresse tous ses habitants, qu'ils soient musulmans, kabyles, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient... c'est un film d'une étoffe humaine extraordinaire. Dites-vous bien qu'il est interdit de toutes les télévisions. On a un dossier comme ça de toutes les chaînes qui nous disent désolé, mais il ne rentre pas dans les critères de notre station, de notre idéologie. Bien sûr. Le film a réussi toutes les formalités pour passer dans des salles de cinéma, parce qu'il fallait l'adapter à certains formats. Oui. Mais comme toutes les salles sont... Il n'y en a aucune qui l'a accepté. Alors, donc ça n'a jamais projeté. C'est l'honneur de TV Liberté de mettre en valeur ce film, La valise ou le cercueil, réalisé par Charlie Cassan et Marie Avenel. Et merci beaucoup Hervé Cuesta d'être parti dès l'aurore de Toulon. Oui. Pour vous, c'est un plaisir pour vous pour présenter cette histoire si tragique. Avec des moments de bonheur, comme le dit Geneviève de Tenant, la vie est belle, et pourtant la vie est belle, et il faut connaître la joie des pieds noirs, et la joie des pieds noirs pour savoir ce qu'il faut souligner, c'est que le père de Charlie Cassan s'est suicidé en 1977. Il n'arrivait pas, 15 ans après, il n'arrivait pas à se... Comme beaucoup. Hein. Comme beaucoup, là, ils sont tous restés... l'âme fracturée par cette beaucoup plus que nous étions sinistre, jeunes, bien sûr. Mais encore une fois, vous trouvez ce film à lire sous les sapins, mais vous le trouvez aussi sur Internet, c'est facile. Donc vous pouvez organiser des séances en famille. Merci beaucoup Hervé Cuesta. Merci Anne, merci. Amis TV Liberté, à très vite. Merci.